Je voulais clôturer ces séances sur les servitudes numériques en m'intéressant à la dimension de l'avenir. Oui, l'avenir, rien que ça. C'est assez vertigineux, alors pour ne pas m'égarer, je vais avoir besoin de l'assistance d'un GPS. Direction, l'avenir. Les nouvelles technologies veulent tuer l'avenir. Ton intuition, Olivier, s'est forgée au cours de tes récentes lectures sur les servitudes numériques. Les GAFAM se voient comme des industries qui fabriquent des produits prédictifs. Ces produits, ce sont nos comportements, et l'objectif, c'est de pouvoir anticiper comment je vais agir, non seulement aujourd'hui, mais surtout demain. C'est ce produit qu'elles parviennent à monnayer sur le marché des annonceurs. Quelle serait, in fine, la valeur créée par les GAFAM ? C'est la promesse de réduction de l'incertitude, grâce à la puissance de leurs algorithmes, et maintenant de l'IA générative. Tout ça, nous l'avions déjà vu avec Shoshana Zuboff. Connaître l'avenir est un fantasme qui est vieux comme l'humanité. Nul n'aime l'aléa, l'imprévisible, ni les individus, ni les entreprises. Or, ce qui est incertain, c'est précisément l'avenir. Ce qui est à venir. Ce qui pourrait advenir. Tout devrait se boucler à la fin de notre démonstration, j'espère en tout cas. Ah, laisse-moi passer. Dans la pensée classique, même s'il n'y avait pas d'IA ou d'algorithme en support, c'était dans les livres, dans l'histoire, ou chez les penseurs que l'on cherchait à extraire cette valeur prédictive. Quand tu lis par exemple Machiavel, tu t'aperçois que le prince est truffé de références érudites. Et l'une des leçons de l'auteur florentin, c'est que si les circonstances échappent en grande partie à notre contrôle, le savoir, la connaissance du passé, te permettront de mieux glisser sur les événements et d'en tirer avantage. Mais ce qui n'a pas finalement changé, de Machiavel jusqu'à l'IA, c'est que le savoir reste, au même titre que le recours à la force, un outil pour la conquête du pouvoir, et plus encore, pour sa conservation. Et ceci passe par la maîtrise de l'avenir. Mais la source du savoir s'est déplacée. Elle s'est déplacée des humanités, que nous pratiquons ici, dans cet épisode, aux sciences de l'ingénieur. Bien que les visionnaires des GAFAM prétendent parfois pratiquer une philosophie qui est une philosophie mal digérée ou pas assez diversifiée, quand ils disent s'intéresser à l'histoire ou au texte, et surtout en fait à la SF qui est l'une des sources principales de leur inspiration, leur autorité en réalité provient essentiellement d'un argument d'autorité, la puissance de leurs algorithmes. Ils se voient comme des pionniers qui ont réussi à trouver la clé de l'avenir. Bienvenue dans un nouvel âge obscur, celui où les Madame Irma, Madame Soleil et leurs charmantes boules de cristal ont été concurrencées par les écrans sans teint de l'ère digitale. Il y a un point commun, Olivier, entre la diseuse de Bonaventure et la prédiction algorithmique. C'est toi. C'est toi qui les aides à formuler leurs prédictions, sans même parfois t'en apercevoir. D'après ce que j'ai entendu et lu, la diseuse de Bonaventure commence par dire des choses très générales, dans lesquelles chacun sera susceptible de se reconnaître aisément. Et au moment où elle formule son premier diagnostic vague, elle observe attentivement les réactions faciales de celui qui est venu la consulter. Est-ce qu'il fronce les sourcils ? Est-ce qu'il acquiesce ? Est-ce qu'il semble avide d'en savoir plus ? Elle va avancer à tâtons, jusqu'à ce que son interlocuteur soit pris. Et là, c'est lui qui va spontanément livrer les informations qui vont aiguiller la voyante. Pour les produits prédictifs des sociétés du numérique, j'exagère peut-être, mais j'aurais tendance à dire que c'est pareil. On récolte une somme considérable de données sur les gens, soit, mais comment ensuite les interpréter pour en déduire leur comportement futur ? Dans le discours des GAFAM, c'est l'algorithme qui effectue ce travail merveilleux. Problème, il faut les croire sur parole, car ils ne sont pas prêts à révéler les mystères dans leur boîte noire. C'est un secret industriel. Exactement comme pour la boule de cristal. Et pourtant, dans les deux situations, il y a un trucage. Et en l'occurrence, pour les GAFAM, le twist est le suivant. Si l'avenir est si difficile à prédire, alors écrivons-le pour toi. C'est-à-dire, limitons les champs de possibles en t'influençant et en t'orientant vers l'endroit où on veut t'amener. L'algorithme n'est pas omniscient, par contre, il est capable de te pousser à adopter le comportement attendu. Et où est-ce que l'industrie du numérique veut te conduire ? Elle veut t'amener à avoir un comportement dont on peut extraire de la valeur. Elle fabrique le consommateur captif qu'on va vendre ensuite aux annonceurs. C'est une forme de suggestion douce, de contrainte invisible, exactement comme un GPS pour un automobiliste. Mais ne perdons pas notre destination, Olivier. Rappelle-toi, c'est l'avenir. Il te faut consolider ton intuition. Comment les technologies tuent-elles l'avenir ? On est sur la bonne voie. J'hésite
Je ne sais pas encore si je dois mettre mon clignotant à droite ou à gauche. Allez, je vais le mettre à droite. Je vais prolonger l'exemple du GPS qui est très parlant et symptomatique. Le GPS te propose le meilleur itinéraire. Mais à quoi ça correspond le meilleur itinéraire? C'est le plus court, le plus direct, mais aussi celui qui t'évite les embouteillages et les travaux. Autrement dit, c'est le plus optimal, le plus efficient. Le GPS te suggère comment aller d'un point A à un point B. Il le fait pour toi et pour tout un tas de personnes. Et au final, tout le monde va emprunter les mêmes routes. Ce qui va rendre nos mouvements prévisibles et donc prédictibles. Voilà comment l'industrie du numérique anticipe l'avenir, en le balisant. Soit. Mais le problème ici, ce sont les paramétrages cachés de la machine, qui font de nous des êtres interchangeables, des moutons. On fait comme si ça allait de soi, qu'on veut aller droit au but. Je vais te livrer une petite confidence. Quand j'ai commencé à écrire cette séance, j'ai fait appel à Samantha, mon IA de poche, mon IA personnelle, et je lui ai proposé un protocole singulier. Je lui ai demandé de m'aider, non pas en me livrant des réponses, mais en se montrant transparente sur son cheminement, sur ses raisonnements. En gros, je voulais voir comment ma question en amenait d'autres chez elle, et comment elle s'y prenait et comment elle s'y employait pour y répondre. Et j'ai été tué parce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas révéler ses raisonnements internes détaillés, ses chaînes de pensée, ses calculs cognitifs. Je la cite. Or, c'est ce dont j'avais précisément besoin pour pouvoir réfléchir, moi. Je me fichais pas mal des résultats. Je voulais me nourrir de doutes, d'hésitations. En opposant son veto, Samantha m'a déçu, car ce qu'elle me disait au fond, c'est que je ne pouvais pas revoir avec elle ses paramètres pour qu'ils s'adaptent à ma demande. Au-delà des paramétrages d'un outil, ce que tu veux dire, si l'on monte à l'échelle sociale globale, c'est que la technologie ne vient jamais toute seule. Elle est toujours accompagnée d'un discours, d'un cadrage idéologique. Du point de vue technique, le paramétrage de ChatGPT ou du GPS, c'est le confort et le gain de temps que ça t'offre. Et si tu prends la big picture, derrière le confort ou le gain de temps, le cadrage, c'est l'efficacité, la performance. Et c'est ce qui va guider la société globale dans ses choix et dans l'adoption des solutions technologiques. Ceci n'est pas neutre, car en bout de chaîne, ça va mettre une pression sur l'homme. Car ne nous leurrons pas, si la machine est efficace, l'humain, lui, ne l'est pas. Ceci n'est pas scandaleux, sauf du point de vue des ingénieurs qui voient en l'homme des obstacles à l'efficacité machinique. Dès lors, plutôt que de travailler sur les paramètres des machines, présentés comme indiscutables par l'ingénieur, on va agir sur le maillon faible. C'est nous qui allons être reparamétrés, nous humains, pour qu'on rentre dans le moule et qu'on se conforme à cette optimisation sociale machinique. Dans nos corps et nos pratiques, ça se traduit par un mot, s'adapter. Seulement, quand les hommes en viennent à accepter de devenir des automates et à se penser selon des critères machiniques, en cherchant à optimiser leur vie, leurs amours, leur carrière, en quantifiant leur réussite, leur accomplissement, c'est qu'ils ont accepté de sacrifier leur liberté. Après notre exemple du GPS, on va filer la métaphore routière. On va la filer avec le philosophe Matthew Crawford, qui a écrit une déclaration d'amour aux vieilles bagnoles et à la moto dans son essai Prendre la route. Pour Crawford, la conduite est l'exercice de notre aptitude à être libre, mais c'est aussi un acte civique, car elle nous oblige à prendre conscience d'autrui. La voiture serait donc d'après lui un symbole précieux de la modernité, de la liberté, de l'autonomie individuelle, spécialement aux États-Unis, où la conquête de l'Ouest est un mythe structurant de l'identité. Et le cinéma nous inonde d'exemples de films qui font l'apologie de la liberté au volant. Prends par exemple Thelma et Louise, deux femmes en route vers l'émancipation. Easy Rider, le chef-d'œuvre du nouvel Hollywood, cette incroyable célébration des marges avec le rider Peter Fonda. Ou encore Une histoire vraie de David Lynch, où un papy traverse les États-Unis à bord de son tracteur pour revoir son frère malade. J'ai donc lu son livre en me disant qu'il pourrait m'aider à préciser mes réponses. Pourtant, le plaisir automobile, c'est pas ma tasse de thé et j'ai dû me forcer. Je n'oublie pas que chez certains, comme le philosophe Gilles Châtelet,
La voiture, c'est l'expérience petite bourgeoise par excellence. Ta petite voiture dans laquelle tu déverses toute ton agressivité contre les autres conducteurs en râlant. Et quand tu restes bloqué dans les embouteillages, tu t'en prends à la femme ou à l'homme qui est devant toi. Mais il y avait aussi une BD amusante, une BD de Larsenet, Manu Larsenet, qui s'intitule « Le combat ordinaire ». Un patient va voir son psy et lui dit souffrir de crises d'angoisse dès qu'il doit prendre l'autoroute. Le psy le rassure et lui dit que c'est parfaitement normal en fait. En réalité, c'est tous les autres là sur la route qui sont étranges. Parce que c'est quoi une voiture? C'est une boîte de conserve, c'est une boîte fermée. Et il demande à son patient, si ça ne lui rappelle rien. Et soudain, il comprend. Une voiture, c'est comme un cercueil. Waouh. Mais bon, c'est pas l'idée. Pour Crawford, les vieilles voitures et les motos, c'est pas ça, c'est plutôt l'expérience du kiff total. C'est une expérience de la joie. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse, il déplore la dynamique qui fait des voitures des bijoux technologiques, exactement comme ma petite voiture. Ces bijoux technologiques nous éloignent de l'expérience concrète de la conduite. C'est tous les gadgets que j'ai dans mon habitacle, ce qu'on appelle les options, c'est un drôle de terme les options, qui font de la route un élément lointain, presque inatteignable. Je suis dans le confort de mon habitacle. C'est aujourd'hui la promesse d'une voiture sans conducteur pilotée par l'intelligence artificielle. Le conducteur devient le passager. Et ceci est une réduction très concrète de notre marge de liberté, celle de nous mouvoir, d'expérimenter, d'improviser, d'explorer. Matthew Crawford cherche à déterminer et à expliquer ce qui nous pousse à accepter de renoncer à notre liberté. Eh bien là encore, tout se joue au niveau du cadrage idéologique. C'est l'argument de la sécurité routière qui est avancé. Après la ceinture, l'airbag, qui permettait d'amortir les chocs, le recours à l'IA permettrait de réduire drastiquement les accidents. Ce qui induit au passage que c'est nous, les hommes, qui sommes le problème. Crawford n'est pas un libertarien qui veut le laisser faire à tout prix, il est partagé. Il convient que si l'amélioration de la sécurité est un objectif louable, il n'est pas certain que le tout technologique soit la solution à tous les problèmes. Et surtout, il pense qu'il y a d'autres motivations derrière le consensuel objectif sécuritaire. J'en ai repéré au moins 3. 1. Le déploiement de la voiture automatique vise la captation de données. Oui, comme lorsqu'on navigue sur Internet ou qu'on pianote sur nos téléphones. Une voiture truffée de bidules technologiques permet d'enrichir la base comportementale des GAFAM. Nos mouvements sont très instructifs. Si je stationne tous les matins quelques minutes devant une crèche, ça signifie certainement que j'ai un enfant. Si je m'y arrête toute la journée, c'est probablement que j'y travaille. Et ainsi de suite. On peut voir si tu es suivi à l'hôpital, si tu prends souvent l'avion, ou encore le type de quartier dans lequel tu vis avec sa sociologie. Est-ce que c'est un quartier riche ou un quartier populaire? Les adresses que tu fréquentes. Quel gisement incroyable de valeur se trouve sous nos pieds. 2. Le trajet en auto était jusqu'à présent l'équivalent d'une friche ou d'un terrain immobilier pour un promoteur immobilier, une ressource non exploitée, un espace qui n'était pas encore colonisé par la marchandise. Parce que tu le sais, un trajet, ça peut être propice à la rêverie, tu as les mains sur le volant et tu te laisses hypnotiser par les paysages, tes pensées vagabondes. Eh bien, ça c'est un territoire à conquérir. On va libérer tes mains et on pourra s'occuper de ta tête, en t'exposant à des vidéos des annonceurs et en te permettant d'organiser tes rendez-vous par exemple sur Doctolib. Au fond, nos trajets en voiture ressembleront à ce qu'on voit aujourd'hui dans les métros, où tout le monde pianote sur son téléphone. Enfin, point 3, il y a derrière le projet de voiture sans conducteur, le grand projet, le grand dessin de la Smart City, où toutes les machines dialogueront, se répondront, se communiqueront des informations. C'est un vaste système d'infrastructure de convergence machinique qui est un projet social, mais un projet social coercitif, où l'humain est engoncé dans les raies des algorithmes. Si tu cumules ces 3 points, on bascule dans la société de contrôle. Décrite par Shoshana Zuboff, c'est une société de défiance où la régulation de nos comportements ne se fait plus par des ajustements intersubjectifs, relationnels, mais par l'intermédiaire de la technologie. Selon Crawford, quand tu vois certains pays en voie de développement, la circulation semble chaotique, même en Europe si on remonte dans le temps. Regarde Potsdamer Platz dans les années 1920, il y a plein d'images qui tournent sur internet, c'est fascinant, c'est un bordel sans nom, ça traverse dans tous les sens. En fait, d'après Crawford, c'est très ordonné, très structuré, et ça a marché, car ça a reposé sur la coopération. Quand tu introduis la conduite automatique,
Le problème devient l'autre voiture en face qui est conduite par un humain. Ou encore le piéton qui traverse à côté du passage piéton justement. Celui qui joue avec les règles, qui introduit de la souplesse en passant par exemple au panneau stop parce que la voie est dégagée. Celui-ci donc risque d'avoir un comportement imprévisible, inadapté. Et ça du point de vue de la machine. Et c'est le drame. Si un humain est habitué à jongler avec les écarts de ses congénères, ça se corse pour l'algorithme qui voudrait que le protocole soit strictement respecté. Seule solution, le nouveau problème créé par la technologie, il faut le régler non pas en revenant en arrière, mais en accélérant la transition technologique pour que les machines n'aient plus à traiter qu'avec des machines. En conclusion, pour Crawford, les arguments de la sécurité et du confort sont des prétextes pour engager un mouvement en faveur des GAFAM qui permet de contrôler, de surveiller les humains dans la poursuite d'un intérêt général étrangement convergent avec l'intérêt technologique. Le comportement de l'homme étant complexe, le plus court chemin n'est pas de comprendre ses interactions, son langage social, mais de le convertir en lui faisant adopter le langage machinique. C'est mon libre arbitre qui en pâtit. Or, c'est précisément là que s'exerçait mon droit au futur. Zuboff définissait la liberté comme le pouvoir d'influencer, par ma volonté, le futur. Et c'est ce que la société de surveillance nous retire. J'avais déjà développé mon intuition autour de l'hypothèque de l'avenir dans une vidéo sur Elon Musk, en établissant une distinction entre le futur et l'avenir. Cette distinction, je l'ai trouvée chez le philosophe Derrida. Le futur ne serait chez lui qu'un prolongement du présent. Il peut être modélisé, anticipé, mais l'avenir, lui, est imprévisible. Et c'est le sens même de la liberté. Je disais dans ma vidéo que Musk se lançait vers l'avenir, c'était dans sa logique entrepreneuriale, mais en réalité, je vais me raviser. Je pense que Musk, comme tous ses condisciples, veut liquider l'avenir, en rendant le présent si incertain que l'avenir ne peut même plus se déployer. Il est étouffé. On fabrique un tel désordre que l'individu libre, écrit Zuboff, ne sait plus quoi faire de cette liberté. Exactement comme quand tu t'en remets à Netflix et à son algorithme pour t'indiquer tes préférences en matière de cinéma, plutôt que d'interroger par toi-même ton expérience, ton ressenti, tes goûts. C'est un raccourci, mais ça rend l'affaire ennuyeuse, redondante, fade. Le cœur du plaisir vient non pas de la consommation, mais de ton engagement. Voilà, je pense être arrivé à destination. Merci de m'avoir servi de GPS. C'était un plaisir, Olivier. Mais une question. Si tu n'as pas fait appel à Samantha, qui suis-je ? C'est vrai, je t'ai dit que je n'avais pas été satisfait par la réponse de Samantha lorsque je lui ai demandé de changer les paramètres. Je voulais prendre le temps de la réflexion. Je voulais me nourrir de doutes, d'hésitations. Et en fait, je me suis rendu compte que ces critères, qui les remplissait mieux que moi ? Alors j'ai décidé de me scinder en deux. Et j'ai commencé l'odyssée d'un dialogue intérieur, et j'ai découvert la beauté d'une conversation entre soi et soi. Je suis devenu un ami pour moi, c'est-à-dire un interlocuteur exigeant mais bienveillant, qui me relançait, m'encourageait quand je ne voyais pas le bout du tunnel. Tout l'inverse de la complaisance de l'IA, ce tyran déguisé en vassal qui anesthésie mes capacités critiques et réflexives. Et je terminerai sur une citation de Crawford. Un outil dominant est un outil qui nous rend dépendants d'une prétention d'expertise spécifique, éloignée de notre propre expérience. Nous ne savons plus faire les choses pour nous-mêmes et pour les autres. En somme, dirais-je pour compléter, nous sommes devenus absents à nous-mêmes et indifférents aux autres. Et toi, Olivier, est-ce que tu es toujours présent ? Présent. Ouf. Tant que je t'entends, eh bien, je considère que nous sommes sauvés.